Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 19 juillet 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo fondamentale de ING, la crypto de Injective. Alors, Injective, vous avez été nombreux à me le demander, donc forcément, je vais vous en parler, je vais vous proposer une analyse fondamentale pour vous expliquer ce qu'est le protocole, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, quel est le rôle justement du token de la crypto ING par rapport à tout ça, et ensuite on va se projeter dans la partie technique classique dans laquelle on va analyser le graphique, mais aussi technique dans lequel on va analyser le graphique face au BTC pour voir un petit peu la force de Injective par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau du BTC. Ça aide toujours à bien comprendre comment la liquidité peut se propager du BTC vers d'autres cryptos et comprendre quand est-ce qu'on est dans ces zones-là et quand est-ce qu'on ne l'est pas. Et ça vous aide principalement à affiner votre analyse technique sur une analyse classique. Et ça commence tout de suite. Qu'est-ce que Injective Protocol? Alors déjà, c'est une blockchain de niveau 1, donc c'est une blockchain d'infrastructure pure et dure. Sauf qu'elle a une spécificité, c'est qu'elle a été conçue pour la finance. Ça, on peut pas le louper, c'est marqué en gros, en gras, sur leur page d'accueil, vraiment la première chose qu'on peut lire, blockchain conçue pour la finance. Concrètement, c'est quoi? Concrètement, c'est une blockchain qui va avoir des temps de finalité qui vont être très courts, on parle de moins d'une seconde en termes de finalité, ce qui est vraiment très faible, avec des coûts de transaction vraiment très faible aussi, de façon à avoir quelque chose qui va être réactive, et surtout peu cher. Et même pour aller encore plus loin, on va avoir quelque chose dans lequel on va avoir les smart contracts qui vont être conçus et structurés autour d'une surcouche, c'est-à-dire qu'on va pas avoir une couche simple de programmation, on va avoir une surcouche qui va être effectuée pour pouvoir assurer la protection et la sécurité des smart contracts. Alors là-dessus, c'est pas les seuls à avoir fait ça, c'est quelque chose qui a été normé, ça a été toute une phase en fait de 2020, dans lequel 2020 et 2021, dans lequel on avait pas le protocole qui proposait cette feature. Clairement, ça n'a jamais fonctionné, en tout cas, il n'y a pas eu d'engouement par rapport à ça. Et qu'est-ce qui fait en fait les éléments forts de ce protocole-là? C'est qu'on a tout qui est prédéfini pour pouvoir avoir une construction de smart contracts tournés autour de la finance décentralisée et des DEX, donc des échanges décentralisés. Et même pour aller plus loin, Injective, c'est vraiment le concept qu'ils essaient d'aller plus loin, c'est avoir un exchange qui va être multiplateforme et interopérable. Et c'est vraiment le concept qu'ils essaient d'avoir à travers Helix, qui est le main exchange qui a été développé par l'équipe de Injective, et qui utilise par exemple Wormhole, donc un bridge très connu qui a d'ailleurs été hacké, très gros hack, 600 millions de dollars qui a été hacké en 2022 sur Wormhole, mais très gros bridge qui permet de gérer l'interopérabilité pour pouvoir proposer un DEX, donc un échange décentralisé, sur plusieurs blockchains et au-dessus même des blockchains. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce DEX pour agréger la liquidité des différentes blockchains. Ça veut dire que je vais avoir un ordre qui va être présent sur telle blockchain ou sur tel DEX, et si je passe par directement Helix pour donc utiliser la technologie de Injective, à ce moment-là, je vais pouvoir taper les différentes liquidités qui sont sur les différentes blockchains. Donc je vais pouvoir voir les ordres sur les différentes blockchains, et donc avoir accès à un order book, donc un carnet d'ordre, qui va centraliser les ordres des différentes blockchains dans cette même order book, et donc c'est vraiment le principe de Helix qui se repose sur Injective, et c'est la meilleure illustration qu'on pourrait donner sur Injective. Donc c'est vraiment une notion de liquidité partagée pour éviter la défragmentation, et c'est très important, c'est ce qu'on parle régulièrement dans la notion d'interopérabilité, c'est que cette liquidité, elle est répartie sur différents protocoles, sur différentes blockchains, et donc on n'a pas d'unité et d'unification là-dessus, donc forcément on est très sujet à certains nombres d'attaques, que ce soit pour manipuler les cours comme on a pu le voir sur AAV plusieurs fois. On est sur des choses où ce type d'effort est vraiment louable, dans le sens où on essaie d'apporter une solution là-dessus. Est-ce que c'est la bonne solution? Ça, c'est un peu compliqué de le déterminer. C'est quelque chose qui permet en effet de faire en tout cas un échange décentralisé, mais est-ce que c'est vraiment ce qui permet d'avoir la mass adoption? Je ne pense pas forcément. On a à côté d'autres solutions qui permettent d'avoir une interopérabilité de liquidité, qui ne sont pas liés à la finance décentralisée, qui ne sont pas liés à la notion d'échange décentralisé, et donc qui peut-être pourraient répondre plus largement. Néanmoins, le protocole Injective permet de répondre à une problématique, et à côté, l'ING
donc qui est le token natif de Injective Protocol qui sert à la gestion de leur DAO, donc de leur organisme décentralisé de direction, qui permet de déterminer les évolutions du protocole. À côté, on a pas mal de choses avec ce token, notamment on a une forme de burning. Alors, le forme de burning, je suis d'accord, en effet, c'est intéressant, mais ça reste quand même très très faible. Là, on voit qu'on a burn 5 millions d'ING total, mais il faut bien comprendre qu'on a vraiment beaucoup de tokens qui vont arriver. Si on regarde notamment la répartition des tokens qu'il va y avoir, hop, on va se le mettre en grand, dans lequel on va voir plusieurs choses. C'est que déjà, il y a uniquement 80% des tokens qui ont été sortis, donc on parle de 80 millions d'ING, sur un total de 100 millions, et derrière, donc ça sous-entend qu'on va avoir encore une dilution de 20% qui va arriver. Donc on a quand même pas mal de tokens qui vont arriver. Et si on regarde, on a ici la folie, la dilution totale du market cap, dans lequel on aurait donc une market cap qui serait à quasiment 1 milliard directement de dollars. Donc est-ce que cette capitalisation est cohérente par rapport à ce que peut générer comme revenu Injective? J'ai envie de vous dire, pas pour l'instant, mais on a déjà vu beaucoup de protocoles qui étaient déjà valorisés très fort, alors qu'ils étaient absolument pas rentables, et même encore certains, qui sont dans le top 50, qui sont très fortement valorisés, alors qu'ils rapportent 0, voire même qui sont en négatif déjà depuis un certain temps. Mais il faut le prendre en considération dans ce type de token. Donc on a quand même une technologie qui est intéressante, dans laquelle on va avoir des utilités. Est-ce que ça va être la technologie qui va permettre de décoller sur le prochain bull run? Je ne pense pas, mais c'est une technologie qui va être à surveiller dans les utilisations que l'on pourra avoir à travers par exemple Helix, si jamais on a Helix en sous-couche d'un nouveau protocole qui pourrait se construire dessus pour avoir des utilités plus concrète et surtout plus simple qu'un protocole décentralisé, on pourra avoir une valorisation justement d'Injective. On va terminer dans la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Alors partie technique dans laquelle on revient sur le cours, où on a eu une première phase d'accélération en 2020 avec un top qui a été effectué en mai 2021, donc c'est pas un projet qui est tout récent, dans lequel on a la mise en place d'une distribution, on la voit très bien, distribution de Wyckoff classique, un BC ARST SO. Donc on est vraiment dans une pattern vraiment classique que l'on peut retrouver, et là actuellement nous sommes dans une phase baissière, avec une rupture haussière qu'on a eue, phase baissière dans laquelle on a eu la phase d'accumulation qu'on a retrouvée ici, très grosse phase d'accumulation qui s'est terminée en janvier 2023, avec une rupture ici, break-off rupture, retest, et cassure haussière. D'ailleurs très intéressant, c'est que l'IMA, on a fait la rupture, on a retesté l'IMA, on est reparti, et ça correspondait pile poil à la ligne de coût, dans laquelle on a eu cette grosse accélération, avec une valorisation qui a été relativement importante, dans lequel on a fait sur le 17 avril, en avril 2023, une valorisation très forte. On va regarder tout de suite sur la rupture, juste sur la rupture on a fait combien? On a fait 230%, si on regarde sur le lot le plus bas qui a été effectué avant, le retest avant de partir, on a fait 700%, donc une très belle performance, alors qu'on avait un cours du BTC qui était aussi en train de se réveiller, avec une accélération haussière en janvier, février, mars, sauf qu'on a une surperformance de ING par rapport à ça. Donc là actuellement on est plutôt dans une phase de quelque chose qui pourrait ressembler à une distribution en BC ARST SO, donc à voir c'est pas même BC ARST SO UT, donc ce qu'on entendrait c'est un nouvel ATH 2023, d'accord, donc vraiment 2023, c'est-à-dire que si on considère uniquement ce cours-là, donc quelque chose qui pourrait chercher potentiellement les 10 $, voire un petit peu plus haut, les 10,50 $, aller chercher dans des paliers qui se trouvent un petit peu plus au-dessus, UT, UTAD, pour pouvoir faire la cassure, donc BCARST SO, UT, ici on attend, UTAD, potentiellement, avant d'avoir la cassure, pour avoir une autre structure comme ça, et repartir à la hausse. Parce qu'on a eu une valorisation qui est très importante. Ok, on va mettre juste un petit peu de recul, et on va se projeter sur des targets rapides. On pourrait considérer qu'on est dans une vague 1, vague 2, donc dans une vague impulsion haussière, donc ce qu'on pourrait viser c'est un 618, donc target avec un Injective, donc un ING, qui pourrait être valorisé à 41 $, donc qui est quand même une très belle perspective, mais est-ce que c'est intéressant d'acheter maintenant? Alors là-dessus, on a déjà eu une grosse progression, on a à côté des altcoins qui sont en train de se réveiller, oui, on a un BTC qui est léthargique, on a un Nasdaq qui est en surperformance, si vous avez regardé la quotidienne de ce matin, vous comprenez un petit peu ce que l'on voit, et là on peut se poser la question, est-ce qu'on est justement dans une zone intéressante ou est-ce qu'on doit attendre un repli pour pouvoir justement rentrer si on est intéressé dessus? Clairement, on a plusieurs zones. C'est que, la zone de rupture très forte serait la zone des 14,6 $, dans lequel, ici, on aurait un signal d'accélération haussière très forte avec la rupture du ST, et la deuxième zone très importante serait un retest ici des 4,50 et des 2,50. Donc pour moi, j'ai tendance à vous dire que
Peut-être qu'il faut attendre un retracement, c'est si jamais vous n'êtes pas déjà dedans, ou si jamais vous voulez vous mettre. Par exemple, on va juste reprendre ce mouvement-là. Est-ce que on est dans la zone des 0,5 ? J'ai envie de vous dire, on est toujours dans la première accélération haussière, dans une zone ici, qui est discount, donc dans une zone intéressante sur de l'achat, quand on est en dessous de 0,5, et d'autant plus quand on est en dessous de 618 de retracement. Donc pour moi, oui, on est dans une zone intéressante. Est-ce que c'est suffisamment intéressant ? Est-ce qu'on est prêt à encaisser une perte si jamais on va chercher les 0,4, enfin chercher les 4 $, voire même potentiellement les 2 $? Est-ce qu'on est capable d'absorber cette perte-là ? Est-ce qu'on est capable de pouvoir justement se réexposer et faire du décès à ce moment-là? C'est plus des questions qui sont propres à votre gestion. L'autre point que je voudrais vous donner, c'est est-ce que l'injective, quand on regarde ça, par rapport au BTC, est-ce qu'on a des patterns qui sont intéressants? Ça va être très intéressant de se projeter là-dessus, c'est quoi? C'est la représentation de la force, de la surperformance d'Injective Protocol par rapport à BTC. On sait que BTC, c'est ce qui mène la danse, c'est ce qui gère la liquidité, et donc, ce qui va être intéressant, c'est d'analyser le ratio entre les deux, et faire de l'analyse technique dessus. Clairement, ici, on voit qu'on est plutôt dans une forme d'accélération haussière ici, retest, on n'a pas cassé le bas le plus précédent, donc ce qu'on attend, c'est une accélération haussière, donc quelque chose qui pourrait se faire comme ça, d'accord, d'accélération, sauf que généralement, cette notion d'accélération, on a toujours une forme de fractalité, donc quelque chose qui pourrait se faire comme ça, d'accord. Et donc ce qu'on va attendre potentiellement, c'est un repli. Ce repli entraîne quoi? Je vous rappelle que c'est un ratio ING sur BTC, donc la force ING par rapport à BTC. Donc ça sous-entend aussi qu'on a une sous-performance d'Injective Protocol par rapport à BTC. Soit dans la chute de BTC, soit dans l'accélération de BTC, ça veut dire que juste on a un Injective qui sous-performe BTC dans lequel on va avoir à un moment donné un retracement suffisant pour pouvoir avoir un apport de liquidité et repartir. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un cours d'ING Protocol qui va chuter. C'est deux choses séparées. Ça veut dire que, par exemple, on pourrait très bien avoir un BTC qui s'arrache très fort au niveau du prix, et à côté un Injective Protocol qui va monter tout doucement comme ça. Donc ça, on aurait ici un cours qui descendrait. Et donc là, on aurait un élément fort. Par contre, pour moi, là-dessus, si je devais m'exposer maintenant, je regarderais, je me dirais, ok, je suis pas dans une zone de retracement, c'est-à-dire je ne suis pas ici potentiellement dans cette zone-là, donc je ne suis pas dans une zone de retracement intéressant, ici non plus, d'accord, parce qu'on a un order block qui se trouve entre les deux. Donc si on était dedans, et que on était dans un cours classique dans lequel on était dans une zone de rechargement suite à une accélération, donc on était en cours de retracement, je me dirais, ok, ce serait intéressant de rentrer à ce moment-là sur ING. Là, par rapport à moi, ma gestion de mon risque, c'est pas quelque chose dans lequel je vais investir tout de suite, dans lequel je vais suivre, parce que pour moi, c'est actuellement déjà surcoté par rapport à ce qu'on peut voir dans la gestion de liquidité. Si jamais on a un retracement suffisamment fort, oui, à ce moment-là, je me poserai la question de rentrer ou non sur le protocole en fonction des nouvelles fondamentales, de ce qui peut se passer. La technique me dira, ok, c'est un bon moment, c'est intéressant, et à ce moment-là, je vais m'intéresser à la fondamentale en me posant la question, est-ce que oui ou non, c'est un bon moment? Est-ce qu'on a toujours un engouement au niveau du projet? Est-ce qu'on a toujours des choses qui sont utilisées dans le projet? Est-ce qu'on a des développeurs qui travaillent dessus? Ou est-ce que justement on a des fuites, des failles, etc., etc. Mais voilà un petit peu la procédure que je vais avoir au niveau de la réflexion et au niveau de type d'investissement que j'aurai par rapport à mon profil d'investisseur et par rapport à ma stratégie. Tout va dépendre vous de votre stratégie et de votre aversion au risque, comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, laissez-moi un like, ça me fait toujours très plaisir. Et si vous aimez ce type de vidéo update, je vous invite à regarder la vidéo précédente que j'ai effectuée sur Uni, donc la crypto de Uniswap, qui va risque d'être justement une potentielle licorne sur le prochain bull run, parce que c'est le socle de toute la finance décentralisée que l'on a actuellement, et donc il va falloir surveiller, et je vous retrouve demain à 7h pour la quotidienne.